Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. À toutes et à tous, bonjour. C'est un plaisir chaque fois renouvelé de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Tribune Santé sur la plus sanitaire des web radios, émettant d'Abomey Calavi au Bénin. La question de la santé est une question qui touche tout le monde. Aujourd'hui, nous pouvons être en bonne santé et demain ne plus l'être. Il urge donc de savoir que la santé est le plus grand trésor à préserver. Étant donc le noyau central de l'existence humaine, nous nous évertuons chaque jour à partager l'information afin que chacun fasse de sa santé une priorité. Et nous recevons pour vous la première autorité de cette institution en charge de la plus noble des missions qui est de garantir l'accès de tous les citoyens aux services de santé en assurant une amélioration constante de la qualité des prestations médicales. Dr Lucien Dossou-Bete, président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Je rappelle que c'est un homme au parcours très riche en expérience, diplômé de médecine à l'université de Strasbourg et de l'université de Nancy. Bonjour, président. Bonjour, monsieur Wilfried Kiataga. Et merci d'inviter à l'autorité de régulation. C'est un plaisir de vous avoir dans notre studio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis accompagné de Erwan Olide avec qui je co-anime cette émission. Bonjour Erwan. Bonjour Wilfried, bonjour Dr Lucien Dossou-Bete, bonjour également à nos amis auditeurs et internautes. Alors nous allons nous lancer à l'eau et déjà je vais poser ma toute première question au président. C'est quoi l'autorité de régulation du secteur de la santé pour celui-là qui vient de nous rejoindre? Alors l'autorité de régulation du secteur de la santé est cette autorité qui est le fruit du travail des différentes commissions qui ont travaillé à mettre en place les réformes du secteur de la santé au Bénin. L'ARS, qui est l'abréviation de Autorité de régulation du secteur de la santé. C'est pour dire que cette autorité doit faire en sorte que toutes les activités, sans exception, qui se déroulent dans le secteur de la santé se passent au mieux et au bénéfice des populations. C'est ça la régulation. Quand vous avez un policier qui est au carrefour pour réguler la circulation, c'est pour faire en sorte que la circulation des véhicules et aussi des piétons qui vont traverser se déroule de manière apaisée et sans incident et dans une harmonie parfaite. Mais il est important d'emblée de dire quelle est la mission de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Et sa mission, je vais vous la donner en citant, elle est de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins. Voici sa mission. La mission qui est de veiller à apporter des soins de qualité pour les populations. Alors, comme je l'avais dit déjà dans l'introduction, avoir l'accès de tous les citoyens au service de santé en assurant l'amélioration constante de la qualité des prestations médicales. Alors, voilà qu'on a parlé de l'organisation de l'ARS. Comment elle est organisée, cette institution? Comment l'ARS est organisée? Elle comprend au sommet de son organisation ce qui est appelé le collège. Un collège qui compte 9 membres. C'est l'instance qui délibère au niveau de l'ARS. Ce sont ces 9 membres-là qui sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Et ces 9 membres sont dirigés par un président, le président de l'ARS. Ces 9 membres sont subdivisés en 2 groupes ou 2 commissions. Et ces commissions sont constituées de manière à
prendre en charge toutes les attributions qui découlent de la mission de l'ARS. Alors, il y a une commission qui est appelée la commission gouvernance et ressources, donc qui va s'occuper de toutes les attributions en lien avec la gouvernance, en lien avec les ressources, que ce soit des ressources matérielles, des ressources humaines ou des ressources financières. Et cette commission, comme la deuxième, est dirigée par un président de commission, assisté d'un rapporteur. La deuxième commission est la commission qualité et sécurité des soins. Et celle-ci va s'occuper de toutes les attributions qui concourent à faire en sorte que dans le secteur, il règne une qualité des soins et une sécurité pour les patients. Voici comment c'est. En dessous de cet organe délibérant qui est le collège, on a 2 branches, ou 3 branches je dirais. La branche qui s'occupe du sous-secteur pharmaceutique, qui est le conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique, qui lui est composé de 3 membres, dirigés par un président, et une deuxième branche qui est la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation de soins médicaux, qui, elle, va être le bras qui se déporte en permanence, je dirais, dans les établissements de santé, sur le terrain, pour faire court, pour vérifier que tout se passe très bien. Et cette cellule de contrôle et d'inspection, elle va 2 fois par an systématiquement aller visiter les établissements et s'assurer que tout s'y déroule bien. Elle est composée de 8 membres au niveau national et de délégations départementales composées de 2 membres. Donc ils sont en permanence sur le terrain pour aller voir. Cette cellule, elle peut être amenée à aller en mission en dehors des 2 visites systématiques en cas de signalement ou de survenue d'un problème dans le secteur. Elle peut être amenée à se déporter pour aller voir ce qui s'y passe. D'abord, les délégations départementales en avant-poste et reçoivent l'appui des éléments de la cellule nationale et vont voir. Et puis, il y a le secrétariat exécutif, qui est l'outil majeur qui va permettre d'accompagner le collège, la cellule de contrôle et d'inspection, et puis le conseil de surveillance du sous-secteur pharmaceutique, accompagné à bien élaborer, à bien réaliser ses attributions. Alors, elle est dirigée par un secrétaire exécutif, et en son sein, on va retrouver un médecin de santé publique, une personne spécialisée en économie de la santé, une personne spécialisée en qualité, une personne responsable de l'administration et des finances, une personne chargée du secrétariat et de l'administration, et puis les conducteurs véhicules administratifs, et puis tout ce qui permet d'assurer une bonne logistique dans le groupe. Voici toute l'organisation qui est mise en place pour que la mission de l'ARS soit bien réalisée à travers les attributions qu'elle a. Alors, docteur, le mardi 12 septembre prochain, cela fera exactement 1 an que les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS, ont été officiellement installés par le président de la République, Patrice Talon, il fallait le rappeler. Alors, suite à l'incident regrettable qui a conduit au décès de 4 personnes au CNHU-HKM le vendredi 7 octobre 2022, le chef de l'État, lui-même Patrice Talon, avait aussitôt instruit l'autorité de régulation du secteur de la santé pour s'occuper donc de ce dossier. Qu'est-ce que l'autorité a fait concrètement dans ce dossier pour que les responsabilités soient situées? Alors,
l'autorité de régulation du secteur de la santé, à travers son bras dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la cellule de contrôle et d'inspection, s'est déporté du CNHU à plusieurs reprises à observer, à interroger, à discuter, à analyser, bref, à investiguer pour aller comprendre ce qui se passe. Et là, je voudrais bien insister pour dire que pour le commun des mortels, chaque fois qu'un incident survient ou qu'un accident arrive, tout de suite, on indexe la dernière personne qui a agi ou la dernière personne qui était sur les lieux de l'incident. Mais il faut comprendre que l'homme, l'humain, fait plein d'erreurs. Beaucoup. Plein d'erreurs. Il y a d'ailleurs un adage qui dit « l'erreur est humaine ». Mais il ne faut pas persévérer. Dans l'erreur. Là, ça devient diabolique. C'est là le rôle de l'ARS. Il n'est pas d'aller chercher qui est responsable, mais aller chercher qu'est-ce qui a dysfonctionné pour qu'on arrive à un incident. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'homme est capable d'erreur. Donc, on doit mettre en place tout un tas de dispositifs pour faire que malgré l'erreur, il y ait des possibilités de correction, de récupération, qui empêchent qu'on arrive au point inéluctable qui est l'erreur. Et cette analyse, ces investigations que nous avons faites au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga ont évidemment mis en évidence des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements ont donné lieu à des recommandations qui ont été transmises aux autorités et les recommandations ont été mises en œuvre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup, il y a seulement quelques choses qui ont changé, mais pour l'autorité de régulation du secteur de la santé, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour éviter que des choses, des incidents se répètent. Mais je voudrais dire quand même que ce n'est pas la survenue de cet incident qui a permis au président de la République de se rendre compte qu'il y avait des défis majeurs dans le secteur de la santé. Et je profite pour vous rappeler que déjà candidat, ça faisait partie de son programme d'aller réformer le secteur parce qu'il avait constaté déjà qu'il avait mal. Et une fois élu, il n'a pas fallu plusieurs mois pour qu'il crée la première commission technique chargée des réformes pour se mettre au travail. Et ce sont les résultats des investigations, de cette analyse approfondie qu'il a confiée à cette commission qui ont permis d'indexer les défis, de proposer, de faire des recommandations, des réformes et d'arriver notamment, entre autres, à la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé. À ce qu'il faut remettre les choses en place. Et sa volonté politique, je veux dire celle du président de la République, de faire en sorte que le secteur de la santé soit un secteur sécurisé pour les malades, un secteur qui offre des soins de qualité, l'habite toujours. Et c'est cet appui, c'est cet engagement, cette volonté politique au plus haut niveau qui fait que dans l'accomplissement de la mission de l'ARS, nous y trouvons facilité et un accompagnement qui n'a pas son pareil. Et nous oblige à réussir, à faire en sorte que les populations se sentent mieux soignées. Et ça, quand vous interrogez, elles le disent déjà. Justement, Président, dites-nous jusqu'où l'autorité de régulation du secteur de la santé peut aller pour régulariser les choses. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas de régulariser, mais de réguler. De réguler. Ça me permet de dire qu'on n'est pas à l'opérationnel. Vous n'allez pas voir l'ARS aller faire un soin, ou aller acheter un médicament, ou aller acheter un équipement, ou aller dire à Pierre-Paul ce qu'il va faire. On n'est pas dans l'opérationnel. On est la régulation, on est au-dessus de tous les intervenants, et on regarde, on doit faire des recommandations pour que tout se passe au mieux. Et d'ailleurs,
Donc, l'article 1er du décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité, il est dit que l'ARS est l'organe supérieur du secteur de la santé. Parce que pour réguler, il faut qu'il soit supérieur. Sans aucun lien de subordination ou hiérarchique avec que ce soit. Alors, votre question, c'était de savoir comment on régule. Alors, la régulation, le décret explique tout et dit tout. Et les limites sont les limites de la santé des populations. Pour dire que chaque fois que un acte, un propos peut interférer avec la santé des populations, nous sommes concernés. Et nous avons mandat pour intervenir. Je prends 2 exemples. Le premier, c'est de constater que dans un quartier ou dans une zone, il y a des marécages, où il y a un mauvais écoulement des eaux pluviales, qui va générer la prolifération des moustiques, donc l'augmentation des cas de paludisme, donc la mortalité accrue des enfants de moins de 5 ans, la mortalité accrue des gestantes du fait du paludisme. L'ARS est compétente pour faire une recommandation pour que les infrastructures soient améliorées ou faites pour que ce problème soit réglé. On est dans le domaine de l'infrastructure routière, dans le drainage, dans l'aménagement du territoire. Ce n'est pas dans le domaine de la santé, mais ça impacte la santé. Et nous sommes compétents pour le dire. Nous avons des produits de mauvaise qualité qui rentrent dans le pays et qui pourraient altérer la santé des populations. L'ARS est compétente pour faire des recommandations pour que, aux frontières du Bénin, des mesures soient prises pour empêcher ou pour mieux surveiller l'entrée. Ce n'est pas directement la santé, ça relève de notre ministère, du ministère de l'économie et des finances, mais ça impacte la santé, donc l'ARS est compétente pour intervenir. Donc chaque fois qu'il y a un impact sur la santé, on est compétent pour intervenir. Et faire des propositions. Oui. En faisant attention de dire qu'on n'est pas à l'opérationnel. Et on peut proposer des réformes pour le secteur de la santé. Autant qu'il est utile, dès l'instant que ça contribue à l'amélioration de la santé des populations. Et je voudrais aussi dire quelque chose sur lequel on va probablement pas revenir. Et quand on parle de santé, on entend bien, mais très souvent, on va passer beaucoup de temps à parler de la maladie. Comment corriger la maladie? Comment faire en sorte pour que la maladie parte et la santé revienne? Parce que c'est quand on a perdu la santé qu'on se rend compte de ce qu'elle est. Mais dans l'analyse approfondie du secteur qu'a fait la commission technique chargée des réformes, elle a bien mis en évidence que nous n'avons pas travaillé assez sur ce qu'on appelle les soins de santé primaires. C'est la promotion de la santé. Tout ce qu'on fait avant pour rester en bonne santé ou pour éviter d'être malade. C'est vrai, on ne mesure pas l'impact tout de suite, mais à terme, c'est très profitable, c'est très utile. Et je voudrais bien le dire pour que vos auditeurs aussi l'entendent bien et le comprennent. Chacun est responsable et doit contribuer à faire en sorte de rester en bonne santé en ayant une alimentation saine, en pratiquant l'exercice physique, en ayant aussi des pensées saines. Alors donc tout à l'heure vous avez abordé la question des branches de la RS et vous avez parlé de la cellule de contrôle et d'inspection. Alors est-ce à dire que si la cellule d'inspection n'est pas informée d'une question donnée, la population peut apporter l'information à l'ARS à travers cette cellule et comment cela pourra se faire? Cette question est d'importance parce que le malade et la communauté sont au centre des préoccupations. 1. 2. Le malade
doit être acteur de sa santé. C'est clair. Donc, il est appelé, il est invité à contribuer. Et pour qu'il contribue, il faut qu'il ait la parole. Bien sûr. Et cette parole, elle lui est donnée. Comment lui est-elle donnée? Si il a le sentiment, à tort ou à raison, d'avoir été mal soigné, ou mal accueilli, ou mal traité, ou mal considéré, je dirais, il peut se plaindre. À qui peut-il se plaindre? Il peut se plaindre d'abord au responsable de l'établissement dans lequel il a reçu le service. S'il n'est pas satisfait, il peut se plaindre plus haut. Il y a des numéros verts au ministère de la Santé. Il y a des numéros verts au niveau de la présidence de la République. Il peut appeler et se plaindre. Il peut écrire au ministère de la Santé. Il peut écrire à l'autorité de régulation du secteur de la santé pour exposer les problèmes auxquels il a été exposé et qu'il considère comme n'étant pas juste, ou n'étant pas normal, pour faire plus simple. Donc une fois que l'ARS reçoit, elle va étudier, elle va faire des investigations, elle va lui répondre et faire des recommandations qui vont aller vers toutes les personnes impliquées dans ce dysfonctionnement. Donc, et nous recevons déjà, effectivement, des plaintes qui viennent directement ou qui viennent par le ministère de la Santé. Ou d'autres fois, c'est des autosaisines. Vous avez parlé tout à l'heure du président de la République qui nous a saisis lors de l'événement. Donc, toutes les instances gouvernementales peuvent saisir. N'importe quel organe peut nous saisir. Les individus aussi peuvent nous saisir. Mais ce que nous recommandons, c'est qu'avant d'aller de saisir l'ARS, il est important que l'établissement dans lequel c'est un événement soit saisi, le responsable, le premier responsable. Parce que on trouve que on est dans une logique d'amélioration continue. Donc, et d'impliquer tous les acteurs dans ce processus d'amélioration. Donc, si vous avez, c'est comme si vous vous faites marcher sur les pieds par un individu, vous ne lui dites rien, et vous allez voir son père pour lui dire, ton fils hier m'a marché sur les pieds. Ça ne contribue pas à améliorer le comportement du fils. Et c'est pour ça que nous demandons de porter déjà la plainte au niveau local de l'établissement concerné. Et si le plaignant n'a pas satisfaction, à ce moment-là, il peut remonter. Comme ça, on est sûr que la structure locale est informée et qu'elle a pris note et qu'elle va travailler à améliorer. Les recommandations de l'ARS peuvent arriver après pour lui dire voici comment nous pensons que vous devrez faire. Dans le cas où le plaignant n'est pas satisfait. Mais si le plaignant est satisfait, l'ARS n'est pas saisi et tout va bien. L'établissement ou le professionnel fera en sorte de ne pas répéter la faute ou l'erreur qui a été commise. Parfois, ça peut être une impression, ça peut ne pas être réel. Et ça arrive aussi que le malade pense, ou la famille pense qu'elle a été maltraitée, alors que c'est le traitement attendu qu'elle a reçu. Mais pour elle, elle n'a pas eu satisfaction. Alors, Président, parlons à présent de la couverture sanitaire universelle, qui est un concept qui rime parfaitement avec la mission de l'ARS. Recevoir des soins de qualité sans s'exposer à des pertes financières importantes, c'est l'un des objectifs de la couverture sanitaire universelle. Et quelles sont les actions que vous menez pour veiller à la réalisation de cet objectif de la CSU? Alors, je pense qu'il faut bien redire, si vous me permettez, oui, aux auditeurs ce que c'est que la couverture sanitaire universelle. Bien sûr. Pour faire simple, elle veut dire que partout dans le Bénin, si quelqu'un a besoin de se soigner, qu'il puisse trouver facilement un établissement de santé pour y aller. Quand il y va, il rencontre
où il reçoit des soins de qualité. Ça veut dire que le personnel, le matériel, l'équipement, le cadre est conforme et le service est de qualité. Et enfin, que dans tout ce processus, que jamais, au grand jamais, il soit exposé à une dépense catastrophique. Pour dire que le tarif ou le règlement qu'on va lui demander en compensation du service qu'il a reçu ne soit jamais une somme importante qui le fasse tomber dans la pauvreté. C'est ça qu'elle dit. Alors, évidemment, quand on a dit tout ça, on se dit, mais il faut faire en sorte que le malade n'ait rien payé. Et c'est pour ça que l'assurance maladie obligatoire a été mise en place. Elle va être définitivement active à partir du 1er janvier 2024. Elle est obligatoire pour tout le monde, tous ceux qui sont sur le territoire béninois. Ce n'est pas seulement les Béninois, même les étrangers qui résident sur le territoire béninois, ils doivent apporter la preuve qu'ils ont une assurance maladie obligatoire. C'est pour ça qu'elle est obligatoire. Alors, ce caractère obligatoire fait que on n'aura pas des personnes assurées et d'autres non assurées. Si on a deux catégories de personnes, on va voir les non assurés chercher à tricher pour bénéficier des services en qualité d'assuré. Mais si tout le monde est assuré, il n'y a plus de souci pour ça. Alors, pour que ceci soit réalisable, il est prévu que ce soit pour les travailleurs, les employeurs qui payent la prime d'assurance. Mais en payant la prime d'assurance, l'employeur garde à sa propre charge au moins 80%. Donc, il ne pourra réclamer à son employé au maximum 20%. Au maximum. Donc, certains employeurs peuvent faire 90% pour eux et 10% pour l'employé. Ou faire 100% pour l'employeur, 0% pour l'employé. Et dans ces cas-là, quand ils vont se faire soigner, ils n'auront à payer que 20% du tarif normalement appliqué. 20%. Si on n'est pas employé et qu'on est son propre employeur, on doit le faire. Obligatoirement. Si on est fonctionnaire de l'État, c'est à l'État de le faire. Mais l'État n'a pas oublié que dans le pays, il y a des citoyens qui n'ont pas des ressources financières suffisantes pour contracter une police d'assurance maladie. Alors il a dit, moi, État, j'en fais mon affaire. Tous ces citoyens-là, je leur offre un privilège. Et quel est ce privilège? C'est moi, l'État, qui paye la prime à leur place. D'accord. Et ils sont considérés comme des privilégiés de la République. C'est l'État qui paye le prime. Et l'État va payer en totalité la prime des pauvres extrêmes et va payer 50% pour ceux qui sont des pauvres non extrêmes. Voici comment la situation est réglée pour que en janvier 2024, on ait 100% des résidents au Bénin, citoyens béninois ou non, assurés. Donc, on a réglé ainsi le problème de la dépense catastrophique qui ne doit plus survenir. Mais il y a d'autres aspects aussi qui sont importants à régler, qui vont se faire progressivement pour que, à terme, on rentre pleinement et totalement dans le droit à la santé réalisé. Mais c'est déjà une grosse étape que tous ceux qui vont chercher du soin soient libérés du souci de dire qu'est-ce qui va se passer quand la facture va sortir. Et ça évite aussi qu'on soit dans la situation de dire allez chercher l'argent d'abord avant qu'on vous soigne. Puisque tous les professionnels de la santé sauront que de toute façon, la personne a une police d'assurance qui va régler 80%. Et ça évite également l'automédication. Ça évite. Et ça, c'est aussi un gros problème d'information et de formation des populations
pour qu'elle sache que l'accès aux médicaments n'est qu'une étape qui vient après un diagnostic qui est fait par un professionnel dédié à cette fonction-là, un médecin. Déjà, moi, je voudrais revenir à la question où vous nous dites que l'ARS n'est pas uniquement dans le domaine de la santé, il est dans le domaine de la santé, mais pas que dans le secteur de la santé. Exact. Voilà. Quand je prends aujourd'hui dans l'agriculture, nous consommons que des produits hautement chimiques. Quelles sont les dispositions déjà qui ont été peut-être prises par l'ARS pour quand même aujourd'hui qu'on ne retrouve plus beaucoup, qu'on commence par consommer biologique. Puisque aujourd'hui, quand vous prenez de l'IAM, il suffit de la diviser en deux, quelques secondes après, elle rougit. L'IAM devient tout rouge. La tomate n'est plus aujourd'hui une tomate. Et tout ça amène à avoir déjà une population qui n'est pas forcément vraiment en bonne santé. Quelles sont déjà, voilà, comme je le disais, les dispositions qui peuvent être prises ou qui sont déjà prises? Alors, spécifiquement, sur cet aspect-là, depuis que l'ARS est mise en place, elle ne s'y est pas intéressée. Mais il faut dire qu'il existe déjà des dispositions légales et réglementaires sur l'utilisation des engrais chimiques et des produits phytosanitaires. Il y a déjà une réglementation et le ministère de l'Agriculture veille à ce que ceci soit respecté. Et à côté du ministère de l'Agriculture, il y a le ministère de l'Économie et des Finances au niveau des cordons douaniers qui veille à ce que dans le pays n'entrent pas des produits Chimiques. qui sont interdits. Il y a des produits chimiques. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va se passer totalement et définitivement tout de suite. Mais c'est une démarche de longue haleine qui doit se faire progressivement. Il faut pouvoir remplacer les mauvaises habitudes que nous avons par d'autres et en proposant aux populations des éléments qui donnent des résultats comparables, en tout cas qui sont moins nuisibles pour les populations. Ce qui est sûr, du côté sanitaire, là aussi il y a des dispositions qui sont prises déjà. Et on sait que pendant la période où les agriculteurs procèdent à des traitements chimiques des champs ou des récoltes, il y a des réglementations, des recommandations qui sont faites pour l'utilisation de ces produits-là par les populations. Alors, en ce qui concerne la politique nationale sur le secteur de la santé, quelle est l'implication de l'autorité de régulation du secteur de la santé? Alors, l'autorité de régulation de la santé, c'est sa mission qui lui dit déjà tout ce qu'elle doit faire. La politique, elle est définie en amont par le gouvernement. Et c'est dans cette politique-là que l'autorité de régulation du secteur de la santé reste et régule. Puisque c'est la politique qui va être l'élément qui nous gouverne. Et c'est dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, c'est le programme d'action du gouvernement qui dit clairement ce qu'il y a à faire. Et ce qui est clair, c'est que le gouvernement, sa politique, c'est de conduire la réalisation de la couverture sanitaire universelle au Bénin. Avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'elle travaille déjà à réhabiliter des centres de santé, à construire des nouveaux. L'année prochaine, on aura le centre hospitalier d'Abomey-Calavi, Oui. le CHIC, qui va ouvrir, qui va être vraiment l'hôpital de dernière référence dans notre pays, qui va permettre de réduire, de limiter encore plus de nombreuses évacuations, et va permettre à ceux qui ne pouvaient pas avoir des évacuations sanitaires hors le Bénin, d'aller se faire soigner tout en restant au Bénin. C'est aussi les équipements. Et on a vu tout l'effort qui est fait en termes d'équipements, que ce soit des petits ou des gros équipements, dans les différents hôpitaux. Il y a la construction de nouveaux hôpitaux à Togbe qui vont se faire. Et il y a le recrutement des ressources humaines. Et on sait combien c'est difficile aujourd'hui d'obtenir la quantité et la qualité de ressources humaines que l'on désire. Mais le gouvernement est à l'œuvre et nous allons
il y a plein d'actions qui sont menées. Il y a des bourses qui sont données, notamment à des médecins, pour aller se former en anesthésie. Des bourses à des infirmiers pour se spécialiser en anesthésie aussi et en matière d'urgence. Il y a des médecins qui sont envoyés en formation pour pour renforcer leurs compétences et être des médecins directeurs d'hôpital. Parce qu'on avait tendance autrefois à mettre des médecins directeurs d'hôpital alors qu'ils n'avaient pas la compétence managériale pour gérer l'hôpital. Ils étaient de bons médecins, certes, mais diriger une entreprise, parce que c'est le cas, en position de directeur d'hôpital, c'est une entreprise qu'on doit diriger, mais une entreprise particulière, parce qu'elle s'occupe de la santé des populations. Donc, il y a une vingtaine de ces médecins-là qui sont en formation, donc qui vont finir bientôt. Il y a des recrutements qui vont se faire, qui ont déjà été faits d'ailleurs, un recrutement massif, d'autres vont encore se faire. Il y a un programme sur 2 ans, sur 4 ans au total, mais pour chacun, ça sera 2 ans de recrutement de médecins, d'infirmières, de sages-femmes, de techniciens de laboratoire, avec des rémunérations confortables. Et ces gens-là, une fois qu'ils ont fini ces 2 années dans le cadre de ce programme, ils auront un pactole qu'ils auront épargné pour les aider à se spécialiser. Leur accès à la spécialisation sera facilité. Et plus tard, on aura donc des médecins qui sont remis. Il y a le concours d'internat qui a été remis. Et le mois dernier, les premiers internes sont en poste et ont commencé leur formation. Tout ça pour dire que le tissu des ressources humaines s'améliore à la fois en quantité et en qualité. C'est vrai, ça ne va pas aussi vite que l'on le souhaite parce que les besoins sont énormes. Mais il faut savoir que ces besoins énormes ne sont pas seulement au Bénin, elles sont dans toute l'Afrique, elles sont sur tous les continents. Et malheureusement, les autres continents plus riches ont la capacité d'aspirer tous ceux qui sont dans les des territoires finis où le niveau économique est plus faible. Donc, ils aspirent. Et nous devons développer au niveau local des stratégies pour retenir le plus possible de ces ressources humaines en santé. Président, permettez-moi de revenir sur la construction de l'hôpital d'Abomey-Calavi. Vous l'avez dit, le Bénin va lancer en 2024 les activités de son nouvel hôpital international érigé à Abomey-Calavi, le CHIC. Ce centre hospitalier prévoit donc pour être une référence dans la sous-région, bénéficiera de l'expertise française sollicitée par le gouvernement béninois. Est-ce que l'ARS suit le projet? L'ARS suit le projet. C'est un projet béninois, un projet de la santé qui est payé par le Bénin. Ce n'est pas un don, c'est vraiment un établissement hospitalier qui est financé par nous tous, par le Bénin. Et la PHPI est appelée pour accompagner la gestion. Là aussi, ce n'est pas dans le cadre d'un don, c'est des services qui sont payés par le Bénin. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expertise managériale pour bien gouverner ce type d'hôpital. Pendant qu'ils le font 1 ou 2 ans, les Béninois vont être tout prêts à apprendre à faire et puis se fera le transfert de compétences pour que les Béninois puissent prendre le relais. Justement, les auditeurs aimeraient savoir où en sommes-nous concernant ce projet. C'est presque réalité. On compte les mois maintenant. Et premier trimestre 2024, cet hôpital devra ouvrir. Les travaux avancent très bien. On est à la phase de commencer à faire des équipements. Malgré tous les impondérables qu'il y a eu, la guerre en Ukraine, et puis la COVID, qui étaient des éléments arrivés pour ralentir le processus, et tout a été fait pour que l'impact soit minimisé. Donc, premier trimestre 2024, cet hôpital devra ouvrir au grand bonheur des populations du Bénin. Et déjà, le compte rendu du Conseil des ministres du 26 juillet 2023 avait déjà annoncé la construction pour la réalisation des études en vue de la réhabilitation de 688 centres de santé, vous l'avez dit tout à l'heure, et ils ont réparti des travaux dans tout le pays, dans le Bénin. Est-ce que aujourd'hui, d'ici, on peut déjà faire une estimation de temps, dire que dans tel nombre d'années, le Bénin sera entièrement
autonome en ce qui concerne le secteur de la santé, où les populations auront accès aux services de santé de qualité et avec un espace bien aéré et avec des équipements de qualité. Et ce serait mentir que de vous dire que le Bénin serait autonome. Parce que la santé, elle est vaste. Et elle bouge, il y a des innovations. Donc au T, on pourra trouver une innovation qui n'existe pas au Bénin, qui est ailleurs. Et on dira, mais vous n'avez pas tout. On ne peut jamais tout avoir. Mais l'essentiel, on l'aura. Et je pense que d'ici fin 2024, les choses doivent être nickel. Je vous ai dit, premier trimestre 2024, le CHIC ouvre. Les autres hôpitaux, le programme de réhabilitation vont se faire progressivement et impacter. Les ressources humaines vont rentrer en service. Donc je pense que de fin 2024, on devrait être suffisamment confortable pour que ça apparaisse comme une évidence, comme le nez au milieu de la figure, comme étant un secteur qui change. Il y a des éléments déjà qui montrent que les choses changent. Président, vous avez parlé des innovations dans le domaine de la santé. La télémédecine en fait partie. L'une des missions de l'ARS que vous présidez est de définir les mécanismes de développement et de régulation de la télémédecine. Comme vous le savez, on ne va pas revenir sur cela, la télémédecine est une pratique en voie de généralisation, mais quels sont les mécanismes mis en œuvre donc par l'ARS pour assurer la confidentialité des échanges ainsi que la protection des données personnelles des patients? Alors, ça c'est un élément très important. En médecine, nous observons ce que nous appelons le secret médical. Qui est un élément qui protège le patient. Ce qui lui permet, lorsqu'il va voir son médecin, de s'ouvrir et de lui expliquer toutes les circonstances de survenue du problème qu'il amène, qui lui permet de répondre aux questions, même si elles sont embarrassantes, même si elles pourraient être préjudiciables pour son honneur, mais parce qu'elles vont contribuer à aller plus vite au diagnostic. Et il le fera parce qu'il sait que le médecin ne répétera pas. Ce qui est rentré dans l'oreille du médecin, ça ne sortira pas. C'est un élément fondamental, un pilier majeur de la pratique médicale. Et lorsque les technologies de l'information et de la communication entrent dans cette relation singulière entre le médecin et le malade, le médecin doit veiller à ce que ce secret soit aussi maintenu. Et c'est pour ça que dans ces mécanismes de régulation, l'ARS va veiller à cela. Mais avant l'ARS, il y a l'Agence nationale de protection des données personnelles, qui est active, qui est hyperactive, et qui déjà met en place, en tout cas communique pour que chacun des établissements de santé et chacun des professionnels de santé sache que le domaine de la santé ne sort pas du champ de l'Agence de protection des données personnelles. Il y a un travail qui est fait déjà là pour sensibiliser, pour informer et pour obliger chaque structure à rentrer dans les rangs pour bien faire. L'ARS va rester observer, réguler pour que ça se passe au mieux et faire des recommandations s'il y a des éléments spécifiques à rajouter au dispositif déjà mis en place par l'Agence de protection des données personnelles. Très important, protection des données personnelles. En ce qui concerne la qualité du système d'information, que pourrez-vous dire à notre auditoire par rapport à la qualité du système d'information? Aujourd'hui, la qualité est encore faible. Or, les données sont des choses majeures. C'est des éléments d'aide à la décision. Plus ces données sont de qualité, mieux elles permettent de prendre des décisions pertinentes, des décisions opérationnelles. Mais les insuffisances aujourd'hui qu'on observe touchent à la fois la qualité de la donnée et sa complétude. Complétude parce que
l'entièreté des acteurs du secteur ne fournissent pas les données. Si par exemple le Bénin veut apprécier, évaluer ses besoins réels en paracétamol par exemple, pour une année, elle ne pourrait pas le faire avec précision. Parce que tous les utilisateurs de paracétamol n'ont pas renvoyé l'information. Tous les dispensateurs de paracétamol n'ont pas renvoyé l'information. Donc on est obligé, une fois qu'on a fait la compilation de ce qu'on observe, faire un réajustement en disant il y a X% qui a fait défaut, on rajoute. Mais on n'est pas dans la précision. Donc cet effort doit être fait pour que le secteur public, comme le secteur privé, les professionnels de la santé, quels qu'ils soient, envoient les données et pour que tout soit complet. Maintenant, il y a la qualité elle-même. Lorsque on s'intéresse à savoir le nombre de cas de paludisme simple, le nombre de malades qui ont bénéficié d'un diagnostic par TDR, on se rend compte que il y a encore de nombreux professionnels qui vont prescrire sans avoir fait le test. Or, le test doit précéder la prescription. Donc, quand on a une prescription, on a un test qui est positif. Mais on se rend compte qu'en réalité, on n'a pas une bonne corrélation. Et ces éléments font que, si on veut estimer la charge réelle du paludisme, on aura du mal. On est dans des valeurs approximatives. Et donc, nous devons travailler à ce que chacun, là où il est, fasse mieux son travail, renseigne avec précision les données et les envoie à la date prévue et complètement pour que le ministère de la Santé, qui est chargé de récupérer cette donnée, puisse les compiler et les utiliser pour faire ce qu'il faut. L'autre élément qui impose d'avoir des données de qualité, c'est l'intelligence artificielle, qui fait son entrée, qui est déjà là. Et cette intelligence artificielle, elle s'appuie sur des données existantes pour aller construire après les données qu'elle va projeter. Si les données n'existent pas, si les données existent sont de mauvaise qualité, si les données existent ne sont pas complètes, l'intelligence artificielle va être aussi en défaut dans ce qu'elle va nous proposer comme approche de solution. Or, plus haut, j'ai dit qu'on avait des grosses difficultés en matière de ressources humaines. Pas seulement en Afrique, pas seulement au Bénin, mais partout. Mais si nous voulons, nous, au Bénin, apporter une solution à cette problématique des ressources humaines insuffisantes, en quantité et en qualité, on est obligé d'aller regarder du côté des technologies de l'information et de la communication et de l'IA pour nous aider à régler le problème. Pour que, au lieu de parler d'insuffisance de ressources humaines, qu'on déplace le problème en termes de services. Parce que si je suis à Péonco et que j'ai un problème cardiologique et que j'ai un cardiologue à Parakou qui peut, via les technologies d'information et de communication, rentrer en contact et régler le problème, le service, je l'ai à Péonco. Mais je n'ai pas la ressource. Et j'ai réglé le problème de la population. Bien sûr. Donc, c'est là que le lien entre la qualité des données est très important avec toutes les solutions qu'on peut apporter. Alors, je veux aborder le côté financier. Le financement basé sur les résultats est une approche réforme de la santé qui est utilisée pour permettre de mettre en œuvre la couverture sanitaire. Alors, il y a des internautes qui se posent la question. Est-ce qu'il faut attendre l'argent avant d'aller vers les résultats? Et il y a cet amalgame-là. Alors, je dirais d'emblée que le financement basé sur les résultats est une approche
qui était utilisé au Bénin. Il n'est plus utilisé. D'accord. C'est une approche qui a été mise en place il y a plusieurs années, qui a été financée par plusieurs partenaires et qui consistait à dire que périodiquement, un établissement est évalué sur la base d'un référentiel, donc sur la base de critères qui sont partagés avec cet établissement. Périodiquement, des évaluateurs vont arriver et vont venir vérifier combien vous avez soigné de palud, comment vous avez soigné, est-ce que vous avez respecté les normes pour faire, comment vous gérez votre établissement, est-ce que vous faites des réunions pour discuter des cas difficiles, est-ce que vous faites des réunions quand il y a un décès de femmes, est-ce que vous lavez les mains avant de faire les soins, est-ce que l'hygiène de l'établissement est respectée. Bref, il y a tout un tas de normes et de critères pour évaluer ces normes qui sont mises en place, que vous savez, et périodiquement vous êtes évalué. Et en fonction des résultats, donc du pourcentage de conformité observé, vous allez être payé. Donc on va vous financer parce que vous avez un bon résultat. Donc vous avez déjà travaillé. On n'attend pas, vous avez soigné le malade, vous avez fait ce que vous avez fait, et on vient après. Mais le Bénin a arrêté ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait dans de nombreux établissements des mauvaises pratiques où on fait tout pour l'évaluation et puis après on ne faisait plus rien. Et aujourd'hui, on est dans une logique tout autre pour améliorer de manière continue la qualité des services. Et pour nous aujourd'hui, c'est une démarche qui contraint le professionnel et les établissements à se mettre dans une démarche d'amélioration continue. Et elle tient en 3 mots. Le premier, c'est sécurité du patient. Je dirais trois thématiques. Sécurité du patient. C'est-à-dire faire en sorte que tous les établissements qui reçoivent des patients offrent des garanties en termes de sécurité. Deuxième, c'est l'accréditation des professionnels de la santé. C'est-à-dire que tous les professionnels de la santé au Bénin devront être évalués sur leurs connaissances, sur leurs compétences, sur leurs pratiques, sur le bien-être et sur plein d'autres choses pour dire que celui-là, il a eu son diplôme en 2000, on est en 2020, mais il a posé des actes, il a été à des formations pour se mettre à jour de sa pratique. Et il se comporte bien avec ses malades, ses résultats sont bons, il respecte les protocoles, les normes qui sont mises en place. Troisième thématique, c'est la certification des établissements de santé. Donc, on s'est occupé de la sécurité, puis de l'accréditation des professionnels. Maintenant, on s'occupe du cadre dans lequel ça se passe. Qui veut dire qu'on va aller regarder comment un établissement de santé, hôpital ou clinique, organise ses soins et comment les procédures sont respectées dans ces établissements pour que les choses soient toujours bien faites au bénéfice des patients. Et qu'un malade qui rentre pour un problème de santé, qu'il en sorte content. C'est ça, en gros. Donc, il y a là aussi des évaluations qui vont être faites. Donc, ces 3 programmes vont être lancés par l'ARS pour que ça entretienne, ça mette dans notre écosystème sanitaire l'amélioration continue de la qualité comme étant quelque chose qui est permanent. Donc, on ne finit jamais de mettre la qualité, elle est toujours en amélioration. Donc, financement basé sur les résultats, il faut l'oublier. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Mais mot de fin, Monsieur Kiantaga, et c'est de vous remercier, vous et votre collègue, Monsieur Olihide, d'avoir offert cet espace-là à l'autorité de régulation du secteur de la santé pour partager avec vos auditeurs, que je salue, ce qu'est l'autorité de régulation du secteur de la santé, sa mission, et de faire comprendre qu'elle travaille pour l'amélioration de la santé de tous. Et je rajouterai pour dire que l'ARS toute seule
ne pourra pas y arriver. Parce que chacun doit être acteur de sa santé. Donc chacun doit jouer son rôle. Quand il est malade, quand il est famille de malades, quand il est en bonne santé, il a des choses à faire pour rester en bonne santé. Et tout ça, ça contribue à ce que la mission de l'ARS soit bien réalisée dans l'intérêt de chacun de nous. Merci. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Merci à tous ceux qui sont restés derrière leur téléphone ou leur poste récepteur pour nous suivre. Merci à Erwan Olidi qui est resté à mes côtés, avec qui on a passé ces 45 minutes d'échange et Déjà? vraiment d'informations. Merci également à Tibus Hariri Renou qui a assuré la mise en onde de cette émission. Je suis Wilfried Wikiantaga. Je suis resté à la présentation, en co-présentation bien sûr avec Erwan Olidi. Merci à vous et à très vite.